Salut tout le monde, alors c'est une vidéo pour à la fois parler un peu de mon approche de la critique d'art de manière générale et aussi pour faire un petit bilan de la chaîne après ces 5 ans d'existence depuis février, depuis février ça fait 5 ans que j'ai lancé cette chaîne et donc je vais faire un peu le constat de tout ça à la fois dans ses échecs et ses réussites on va dire. Mais voilà, je vais commencer par l'approche sur la critique d'art. C'est vrai que donc moi dans mes vidéos, dans la plupart de mes vidéos, en tout cas celles qui sont très écrites, je prends une espèce de recul sur l'œuvre où je donne pas trop mon ressenti que j'ai eu en lisant ce bouquin et où je fais quasiment de la pure analyse de mécanique, même si aussi je fais des vidéos où je me laisse un peu plus aller en essayant d'un peu plus expliquer mon ressenti plus précis et mes émotions par rapport à cette œuvre. Mais sinon l'approche quand même que j'essaie d'avoir le maximum sur cette chaîne, c'est celle de la description, de l'analyse, de découpage, qui a forcément aussi sa part de subjectivité, mais c'est quand même un truc assez particulier, parce que genre Chainsaw Man, j'en ai parlé pendant une demi-heure sans dire ce que j'avais vraiment pensé du manga en fin de compte, au-delà de son découpage qui est vraiment très très bien. Mais parce qu'en fait moi, même si bien sûr comme tout le monde j'ai mes goûts, j'ai des trucs que j'adore, j'ai des trucs que j'aime pas du tout, que je trouve vraiment à chier et tout, je suis quand même assez relativiste pour ce qui est de la bande dessinée. C'est-à-dire que même s'il y a une bande dessinée que j'ai vraiment pas du tout aimée, j'ai jamais la considérée comme intrinsèquement nulle. Parce que même quand je dis ah putain c'était vraiment pourri et tout ça, il y a quand même toujours au fond quelque chose qui fait que je peux pas complètement condamner une œuvre à quelque chose de médiocre quoi. Déjà parce qu'il y a un ou des humains derrière cette œuvre, et qui même si c'est un produit dérivé, on va dire genre la BD touche pas à mon poste ou des trucs comme ça qu'on pourrait vraiment se passer, il y a quand même quelqu'un qui a mis peut-être un minimum ses tripes dedans, ou en tout cas qui a passé du temps dessus, et que moi-même comme je fais de la bande dessinée, bon ça j'en parlerai plus tard de la vidéo, mais donc il y a une forme d'empathie qui se crée forcément quand je suis face à une bande dessinée, qui fait que je peux pas complètement lui chier dessus, et que même si je peux être véhément avec le bouquin en soi, il y a toujours un fond de cette bande dessinée a comme une valeur en soi, rien que du fait qu'elle existe. Et plus le fait aussi, point plus important peut-être, c'est que même les défauts d'une œuvre sont intéressants en soi, je trouve. Bon déjà il y a, en termes de découpage, pour revenir à ça, il y a forcément des trucs, des découpages qui vont pas en termes d'enchaînement de plans ou des choses comme ça, qui sont un peu plus objectifiables on va dire. Et c'est intéressant d'en parler d'un point de vue technique, mais même de manière plus générale, une incohérence au sein d'une œuvre, une incohérence de scénario, une incohérence de psychologie de personnage, un dessin qui est loupé à un moment donné ou quoi, loupé entre guillemets, c'est intéressant en soi parce que c'est toujours à recontextualiser par rapport au fait que c'est un humain qui l'a fait et que nous les humains, on a tous nos paradoxes, on crée des œuvres dans des contextes qui vont influencer cette œuvre. Par exemple si c'est une personne, je sais pas, qui est précaire, à un moment donné, ça va peut-être la pousser davantage à rusher certaines parties parce qu'elle est dans une contrainte de temps et financière plus grande que quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise. Ou aussi même se lever avec un peu plus de flemme, se dire bon cette case, allez hop, on va dire que ça passe même si c'est pas ouf. Et que tout ça déjà c'est intéressant, mais aussi que même dans les défauts de scénario, on va dire, même dans les défauts de la manière d'aborder une thématique ou quoi, c'est intéressant de lire en creux qu'est-ce qui se fait chez un auteur, et de se dire mais tiens c'est intéressant, pourquoi est-ce que il s'est loupé sur cette thématique-là, plutôt que de dire, dans une situation un peu de surplomb qu'on a l'habitude de faire de la critique d'art, ah regardez, moi je suis plus intelligent que l'œuvre et que l'artiste, j'ai compris déjà dès la première page, je commence à laisser tourner 50 pages plus loin, parce que je suis un vétéran de lecture ou je sais pas quoi, ou regardez, à tel endroit, ça n'a pas respecté ce qu'il disait par rapport au tome 2, et des choses comme ça. Et donc en fait, se mettre dans une situation de confrontation et de rapport de force avec l'œuvre, qui est un truc je trouve qu'on retrouve beaucoup chez des critiques, et de chercher à qui sera le plus malin quoi. Et ce qui peut être intéressant comme démarche, je dis pas, mais ce qui peut aussi mettre des œillères, se mettre une espèce de bandeau sur les yeux, sur la possibilité d'apprécier un défaut quand il arrive, et d'apprécier un peu la faiblesse humaine quoi, qui fait partie de toutes les œuvres aussi et qui est quelque chose de beau en soi. Mais par exemple Berserk de Kentaro Miura, c'est un tout grand artiste, mais moi je trouve ça intéressant que les moments avec Puck d'humour, où le Puck est dessiné plus arrondi etc, ou même avec le gamin là que Guts recueille, Isidoro je crois, je sais plus. Enfin bref, il y a des moments d'humour dans Berserk qui moi je trouve sont vraiment... j'ai une porte fermée quand je lis ça. Et je ne ressens rien à part le fait peut-être de contenir de l'agacement face à des scènes que je trouve assez nulles. Mais en soi, je trouve ça intéressant que Miura soit si fort pour sublimer des moments d'horreur et des moments sombres dans son manga, et soit dans le même temps dans une espèce d'échec à la légèreté quand il s'agit de faire des moments d'humour. Et je trouve quelque chose d'un peu dramatique dans ce constat-là, si on embrasse ce point de vue que j'ai, sans se soucier s'il est vrai ou pas, si c'est reflète vraiment
forcément ce que l'auteur est ou pas, mais dans la manière dont ça se reflète par rapport à ma personnalité, par rapport à ma conception des choses, et de ce que je projette donc sur ce manga, qui est aussi une valeur intrinsèque en soi, au dehors de ce que l'auteur a voulu mettre dedans. Et donc encore une fois, je trouve que cet échec à la légèreté, il est intéressant, quoi. Et pour cette vidéo, normalement, au fond, j'ai mis le sculpteur de Sekiro, le personnage du sculpteur, donc j'ai un peu expliqué qui il est, parce que c'est intéressant dans le contexte de cette vidéo, sans spoil bien sûr. Mais donc le sculpteur, c'est un ancien shinobi, qui a donc beaucoup de sang sur les mains, et qui donc a beaucoup de colère et de haine en lui, et que maintenant qu'il s'est retiré comme un ermite, il sculpte en boucle des bouddhas pour chercher à apaiser son âme. Mais le problème, c'est que tous ces bouddhas ont un regard de colère, parce qu'en fait, il dit qu'il ne peut pas sculpter autre chose, il ne peut sculpter que ce qu'il voit, et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressort, ce qu'il n'arrive pas à se débarrasser, c'est toute cette colère et cette haine qui sont le résultat de la vie qu'il a eue. Et que donc il n'arrive pas à sculpter des bouddhas miséricordieux, des bouddhas au regard apaisé et tout ça. Il ne peut sculpter que ce qu'il est, que ce qu'il voit, c'est-à-dire de la colère. Et c'est très beau et très dramatique, et je trouve que ça rejoint ce que je dis. Déjà, bon, l'image du sculpteur, souvent quand on arrive chez lui, il est de dos, occupé de sculpter en boucle ses bouddhas, qui peut rappeler cette représentation de l'artiste qu'il y a dans Look Back, de l'artiste de dos recroquevillé sur son œuvre, et aussi de tourner le dos de ce fait à une certaine partie du monde et de la vie. Donc voilà, c'est un truc qu'on peut retrouver chez le sculpteur en tant que métaphore de l'artiste. Et aussi le fait qu'il ne peut sculpter que des bouddhas en colère parce que c'est ce qu'il est intrinsèquement. Et si moi chez toi j'arrive en tant que youtubeur petit malin, un rapport de force avec l'œuvre et tout ça, je dis ah, vous avez vu les œuvres du sculpteur, c'est quand même vachement limité, il pourrait pas faire un peu autre chose. Là ça se voit qu'il a essayé de sculpter un bouddha heureux, mais il s'est complètement raté, il s'est vraiment loupé, c'est pas terrible et tout ça. Et donc c'est de pas réussir à apprécier tout le drame et la faiblesse humaine et tout ce que ça peut avoir de beau aussi, que l'on peut retrouver dans les œuvres, quoi. Et dans la même idée, il y a l'auteur de Toto, Thierry Coppée, dont tous les personnages ont par défaut, on va dire leur regard par défaut quand ils sont pas occupés d'être en colère ou des choses comme ça, ont un regard constamment triste. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est vraiment, ça rejoint ce truc du sculpteur, quoi. J'ai Thierry Coppée au mode, j'ai beau vouloir dessiner des gags et faire des trucs légers, tous mes personnages ont un regard triste parce que c'est tout ce que je peux dessiner et parce que c'est ce que je suis intrinsèquement et tout ça. Et évidemment, il y a beaucoup d'extrapolation là-dedans, mais moi je trouve ça vraiment intéressant cette idée d'accepter ce fantasme de relativiser toutes les œuvres et toutes les mettre à une espèce de même niveau, dans l'idée qu'une œuvre ne peut pas mentir en fait, que forcément la nature, le contexte de création, tout ce qui constitue un auteur, une autrice, va se retrouver dans son œuvre, qu'il le veuille ou non, parce que ça va même se retrouver en creux dans tous les non-dits et tout ça, toutes les choses qu'il a cherché à éviter, toutes les choses sur lesquelles il a trébuché, qu'il a moins bien fait, etc. Et toutes les choses au contraire qu'il va réussir à sublimer en contraste, et donc peut-être valoriser et davantage chercher à mettre en avant. Enfin bref, tout ce cocktail-là va se retrouver dans son œuvre de manière entière, à travers un langage et une traduction d'une essence, d'un vécu, que serait la bande dessinée, quoi. En tant que véhicule de communication et de retranscription à la fois consciente et inconsciente de qui on est. Il y a une vision un peu entière et fantasmée, comme je disais, de ce que peut être une œuvre ou un auteur. Et donc encore une fois, même si je déteste et que j'adore certaines œuvres et donc je fais des discriminations entre des œuvres, j'aime bien être dans cette forme un peu d'hypocrisie, hein, de ce sentiment que j'ai toujours au fond des tripes, que même quand j'aime pas quelque chose, ça reste une création humaine, ça reste une personnalité qui s'exprime, et que même dans ses échecs, c'est beau que ça ait été fait, quoi. Et vu que c'est un peu une vision fantasmée, ça demande une certaine dose de mauvaise foi, mais qui est intéressante aussi parce qu'on n'est pas forcément là pour critiquer et être face à quelque chose qui doit être entièrement fonctionnel. Ce qui est beau, c'est que c'est de l'art et que donc ça peut être boiteux, ça peut être mal foutu, et qu'on n'est pas forcément dans un impératif d'optimisation, vous voyez. Et que justement, cette idée d'optimisation, c'est aussi un rapport qu'on peut avoir avec l'œuvre, que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi, du coup, et qui rejoint cette idée de rapport de force et tout ça. C'est que parfois, j'ai l'impression qu'on voudrait des œuvres qui soient parfaites, où tous les rouages s'agencent parfaitement, etc. Et que des œuvres magnifiques peuvent nous donner cette impression-là, et donc c'est extrêmement satisfaisant d'avoir l'impression d'être face à quelque chose de parfait. Mais que c'est un type de proposition, on va dire, et un type de vision qu'on peut avoir d'une œuvre donnée, mais que c'est pas un critère essentiel en soi dans la qualité d'une œuvre. Et qu'on est tellement matrixé de manière générale dans la société dans une idée de toujours optimiser, de perfection, de laisser de côté les choses faibles, etc. Que ça se retrouve aussi dans la vision et nos attentes qu'on peut avoir par rapport à une œuvre. Alors que justement la bande dessinée offre un moment et un endroit où on peut laisser s'exprimer des faiblesses, et des faiblesses qui peuvent passer par des choses aussi conditionnées et voyantes que sont les structures de narration, que sont la psychologie des personnages, etc. Et par exemple, moi je suis extrêmement fan de Derf Back Derf et de Simon Hanselman, et ce sont des dessins dans lesquels tu ressens vraiment toutes leurs limitations aussi. Tu vois bien que c'est pas des De Crécy, c'est pas des Murata, ils ne peuvent pas dessiner tout et n'importe quoi sous n'importe quelle perspective, etc. Mais
c'est des dessinateurs qui puisent leur force aussi de tout l'aspect plus brut de leur dessin, et qui ne sont donc pas dans du spectaculaire, etc. Et que c'est autant les qualités et les défauts, entre guillemets, de leur dessin qui font que ça me touche énormément. Et pour définitivement m'enlever toute crédibilité, moi je trouve que la version originale de One Punch Man, donc dessinée par One, est vraiment génial en tant que tel, quoi. Je suis vraiment extrêmement fan de tout l'aspect graphique de ce manga dans cette version-là, au même titre que je suis fan des dessins de Trollface, des Wojak et tout ça, que je trouve que c'est des dessins hyper bruts et qui fonctionnent extrêmement bien pour véhiculer plein d'émotions, qui sont d'une certaine manière magnifiques en tant que tels. Parce que vraiment, au moins d'un point de vue de dessinateur, de quelqu'un qui dessine, je trouve que tous ces dessins sont vraiment des petits tours de force en tant que tels, et qu'on a tendance à le négliger alors que ce sont des dessins qui ont été hyper utilisés dans plein de situations différentes, et qui donc montrent leur force de communication et leur appréciation très générale. Mais vraiment, cette idée que je trouve un peu triste d'essayer de réduire une œuvre à une pensée rationnelle, et donc de forcément juger une œuvre depuis un point de vue logique, fait de règles et tout ça. Et par exemple, Durodal, c'est un cas intéressant parce que c'est quelqu'un que je peux apprécier par ailleurs pour certains points, mais qui est un peu jusqu'au boutiste dans ses démarches de rationalisation. Et il en vient par exemple à dire que Peter Dinklage, je pense que c'est dans les X-Men ou un truc comme ça, donc Peter Dinklage qui est un acteur nain, mais que pour Durodal, pour placer Dinklage au sein d'une œuvre, au sein d'une fiction, au sein d'un film, il faut justifier au sein de cette fiction le fait qu'il y ait une personne naine qui soit dans cette histoire. Et que donc pour lui c'était un défaut de ce film, que le film ne justifiait pas dans sa propre diégèse l'existence et la présence de cet acteur. Et évidemment c'est une piste glissante assez pourrie comme pensée, mais qui ne part pas d'une mauvaise intention de la part de Durodal je crois, mais uniquement de cette idée jusqu'au boutiste de rationalisation de quelque chose qui doit être fait avec des règles préconçues et tout ça, des attentes préconçues, de comment doit être structurée une œuvre, et qu'on va lui donner des bons points ou des mauvais points selon tel ou tel cas, quoi. Et tout ça fait aussi que c'est pour ça que je déteste vraiment quand on voit des gens juger les lectures des autres, disant oui, vous lisez... Déjà, avant, on était dans un truc de légitimité et d'élitisme par rapport à ceux qui lisaient du roman, par rapport à ceux qui lisaient de la bande dessinée, et maintenant qu'on a avancé, entre guillemets, là-dessus, on est arrivé à un stade qui est logique, hein, mais qui est vraiment pourri et stupide, de dire oui, alors il y a les bonnes bandes dessinées qui nourrissent l'esprit, et puis il y a les autres qui sont comme de la junk food et qui vont à la limite vous pourrir de l'intérieur et tout ça, et que moi je suis dans la bonne lecture de bande dessinée, etc. Et je déteste vraiment ça. C'est tellement une vision méprisante et qui me pousse encore davantage personnellement à être dans une idée de relativisme, même si bon, le jugement d'une œuvre peut se faire aussi par des biais politiques, par de la morale et tout ça, mais ici ce que je parle le plus c'est des styles de dessin, des types de bande dessinée considérés, classés comme vulgaires, et qui se recoupent assez bien avec l'enjeu qu'est le terme du roman graphique par exemple. Et que c'est pas simple hein, de faire de la critique d'art, je dis pas, et notamment de dépasser cette idée un peu de conditionnement et de lissage qu'il y a sur YouTube, d'avoir un ton soit lisse, soit exagéré pour rien, de reprendre des éléments de langage d'éditeurs, de commerciaux et tout ça, en disant de proclamer manga de l'année, BD qui va renverser les codes de son genre et tout ça, et de au contraire essayer de davantage prêter le flanc et se mettre peut-être soi-même en position de faiblesse en essayant de parler de manière plus intime de notre rapport avec l'œuvre, que ce soit pour dire qu'on l'a aimé ou pas aimé, et pour ça de dépasser cette idée de chercher à être dans un rapport de force avec l'œuvre et de qui sera le plus malin. Et encore, bon ça, c'est certains cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas aussi où la critique BD se limite presque à de la fiche Wikipédia avec des superlatifs, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je trouve intéressant. Mais c'est sûr que c'est pas forcément évident, tellement on est conditionné et poussé vers un certain type de contenu et d'approche. Mais c'est vrai que je suis toujours étonné de voir des youtubeurs, des youtubeuses parler de leur BD du cœur, ou d'une de leurs BD du cœur, et en fin de compte, qui a l'air de rien ressortir de la vidéo une fois que tu as fini de la regarder, quoi. C'est un truc assez particulier d'en arriver à ce point-là. Et qu'encore une fois, moi, ma situation de faire de l'analyse purement mécanique la plupart du temps, c'est à la fois une situation confortable parce que ça permet justement d'éviter de devoir trop se livrer sur une œuvre quand on en parle, parce qu'on se rend moins compte de la dose de subjectivité et d'obsession personnelle, etc. qu'il y a dans mes analyses de découpage. Mais voilà, pour faire la transition, c'est aussi une situation pas forcément très confortable de faire ce genre d'analyse sur YouTube, et je vais essayer d'un peu voir pour expliquer ça dans cette seconde partie où on va faire davantage un bilan de ma chaîne. Mais voilà, pour vraiment aller par le commencement, cette chaîne YouTube, j'ai lancé à la base parce que, bon, moi je fais de la BD depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire ce métier, mais j'arrive pas à me faire publier, voilà. Pour X raisons, hein, c'est compliqué. Et donc je me suis dit, bon, si ça se débloque pas du côté des éditeurs, je vais essayer de lancer une chaîne YouTube pour éventuellement essayer de créer un public, une audience suffisamment forte pour pouvoir soit me lancer en indé de la BD, soit utiliser cette chaîne YouTube comme un argument pour pousser un éditeur à me considérer moins comme un riche commercial, quoi. Mais bon, pour le moment, bah, c'est compliqué, c'est toujours
en évolution quoi tout ça. Mais quoi qu'il en soit, en ce moment, pour comme donner un peu d'actu là-dessus, là j'ai une grosse BD d'environ 170 pages, Necrocore, donc une histoire avec des nécromanciens et tout, que j'ai envoyé aux éditeurs, j'attends une réponse, et si ça se fait pas de leur côté, ben je finirai par publier cette bande dessinée en indé, et donc en faire la pub ici, et on verra bien où ça va aller. Mais c'est important pour moi de faire lire, ou en tout cas rendre accessible des bandes dessinées que je fais, parce qu'il y a aussi une autre BD qui s'appelle Les Restes, qui est importante dans l'histoire de cette chaîne aussi, parce que c'est une BD que j'ai fait juste avant, je pense, de lancer cette chaîne, ou au début de cette chaîne, je sais plus trop, mais qui est une grosse base de ma réflexion théorique et pratique sur le découpage. C'est une BD qui a vraiment émergé dans une réflexion d'essayer de faire porter consciemment un propos à travers mon découpage de manière assez appuyée, et donc ça a débloqué plein de trucs en moi et tout ça, et c'est une BD qui est importante dans mon parcours d'auteur et pour cette chaîne, et que donc ça sera intéressant de donner accès. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, ultimement, cette chaîne c'est ça pour moi, et qu'en termes de crédibilité personnelle, même un peu d'amour propre et d'ego, hein, faut dire ce qui est, c'est important pour moi de publier de la bande dessinée parce que je me considère comme auteur avant d'être critique, même si en ce moment c'est l'inverse quoi. Et même en termes de crédibilité de d'où je parle, et donc de montrer ce que je suis concrètement capable de faire avec de la bande dessinée, qui est aussi donc une forme de légitimité que je pourrais avoir par rapport à la parole que je prends sur cette chaîne YouTube. Parce que en termes de validation, on va dire, de l'analyse de mon travail, c'est compliqué en ce moment. J'avais envoyé ma vidéo sur Ces jours qui disparaissent à l'auteur Timothée Le Boucher, et il avait vraiment trouvé ma vidéo très bien. Il était content de voir quelqu'un qui mettait en avant sa mise en scène, son découpage, qui sont d'habitude des points qui se passent plus ou moins inaperçus. Et donc voilà, il y avait une espèce de validation directe de la part de l'auteur sur mon travail, ce qui est une consolidation importante quand même. Et pour bien faire, il faudrait que je puisse orienter cette chaîne vers de l'interview d'auteurs en les confrontant à mes analyses et en les poussant sur base de ce terreau-là, sur base de cette réflexion, à expliquer eux-mêmes les points de désaccord qu'ils auraient avec et développer leurs réflexions qu'ils ont par rapport à leur travail de découpage et de mise en scène plus largement. Ce serait un truc important, mais ça prendrait énormément de temps si je veux bien faire les choses. Mais donc du coup, un des problèmes de cette chaîne, c'est que comme je suis à peu près le seul, en tout cas le seul à faire de la critique de manière aussi obsessionnelle et globale sur de la mise en scène et sur du découpage de BD, ben c'est compliqué en termes de recul critique pour le public, etc. Mais je vais quand même citer les quelques autres personnes qui font de l'analyse de mise en scène plus ou moins de loin. Et donc il y a Elsa Chartier qui fait des vidéos d'analyse de composition principalement. Et sa chaîne YouTube, je la recommande, hein, elle est vraiment très bien, même si j'ai des points de désaccord, notamment par rapport à son utilisation du terme panel flow. Et peu importe, hein, ça reste de grande qualité. Il y a aussi Lines in Motion, je pense qu'elle a fait 2 vidéos d'analyse de découpage, dont une sur l'atelier des sorciers qui était vachement bien. Ça m'avait vraiment surpris, c'était vachement cool. Et Lines in Motion, comme Elsa Chartier, en plus, elles ont une espèce de production value de leurs vidéos qui va bien au-delà de ce que moi je suis capable de faire. Et donc elles ont des vidéos extrêmement plaisantes d'un point de vue esthétique à regarder. Et puis il y a aussi Hassan de Strip Panel Naked. Lui, il faut le citer parce qu'il a fait pas mal de vidéos, même si moi je suis pas forcément fan de sa chaîne, mais voilà. Mais voilà, à ma connaissance, c'est à peu près tout ce qui se fait en termes d'analyse de découpage sur YouTube, et puis plus largement sur internet, ou même via des petites conférences ou quoi, du peu que j'ai vu de ce qu'on appelle le commentaire de planche. C'est vraiment très décevant et très faible, ça va vraiment pas loin du tout en termes d'analyse, et c'est assez dommage quoi. Et ça c'est de la faute de personne, hein, encore une fois, parce qu'on est vraiment occupé de déblayer du terrain sur les possibilités que c'est de faire de l'analyse de mise en scène de bande dessinée. Et c'est pour ça aussi un des problèmes de cette chaîne, c'est que quand je mets par exemple le titre la mise en scène de Chainsaw Man, est-ce que les gens savent de quoi ça va parler en fait? Parce que s'ils débarquent complètement sur ma chaîne, ils risquent fortement de découvrir en fait le fait qu'on puisse faire de l'analyse de découpage de cette manière-là, de manière aussi poussée, et de ce qu'on peut en ressortir comme discours. Où on en a un point de ce que j'ai vu même au festival d'Angoulême, il y a genre 0 conférence ou quoi qui aborde de l'analyse formelle de bande dessinée. Alors que même si c'était uniquement ne serait-ce qu'un petit truc de niche de vieux geeks de la BD, on devrait au moins en trouver un peu de traces au festival d'Angoulême, mais c'est même pas le cas. Alors que sur Terre 2, dans une dimension parallèle, ce serait vraiment pas étonnant de se dire bah oui, il y a un prix dans le festival d'Angoulême qui récompense la mise en scène, le découpage, et non, ça n'existe pas quoi. Et quand on y pense, c'est quand même assez étonnant. Et donc moi, dans à peu près chaque vidéo, je dois partir du principe que je m'adresse à quasiment uniquement des nouveaux venus, et donc je dois réexpliquer tous les concepts et être extrêmement clair et tout ça, ce qui donc me pousse à devoir à chaque fois en partie répéter, mais aussi préciser ma pensée sur les mêmes sujets à chaque fois, et donc ça me permet d'affiner, on va dire, donc ça c'est une bonne chose, mais en même temps c'est un peu fatigant, et ça rend ma chaîne un peu obscure en termes de contenu quoi, tant qu'on n'a pas mis le doigt dans l'engrenage. Mais sinon, ce truc là, que je dois être quasiment dans une idée de vulgarisation de mon propos dans mes vidéos, c'est une excellente chose, hein. Je pense que c'est vraiment extrêmement sain dans l'idée de me contrôler moi-même aussi dans la recherche de théories de BD que je fais, parce que ça m'oblige à moi-même être d'autant plus clair dans mon propos et donc dans ma pensée. Et aussi donc un souci du fait qu'il y a à peu près moi qui fais ça, c'est aussi ma relation par rapport au public, par rapport à vous, par rapport à ceux qui écoutent mes vidéos. Quand on est sur YouTube ou sur Twitch, etc.,
On est déjà dans un rapport asymétrique par rapport au créateur qui peut être parfois dérangeant et sur lequel je pense qu'il faut faire attention. Et en même temps, il faut aussi en partie l'accepter, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, le truc c'est que moi je déblatère mes propos et que j'ai pas de garde-fou, on va dire, sur ce que je dis, autre que moi-même en fait, parce que moi-même j'ai un recul critique sur mes vidéos plus anciennes qui je pense contiennent un peu trop parfois d'approximations ou de pensées pas assez précises et tout ça, et ils sont pas aussi solides que les vidéos de maintenant. Mais que donc moi j'essaie d'être prudent quand j'affirme quelque chose dans une de mes vidéos. En général j'essaye d'utiliser du conditionnel, des peut-être, des en général, etc. Déjà parce qu'en art, les règles strictes c'est très dur à mettre en place. Mais aussi c'est pour ça que je dis à la fin de mes vidéos, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Je le dis sincèrement, mais en même temps c'est un peu un vœu pieux, du fait que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas passé autant de temps que moi à s'obséder sur ce truc là, et donc c'est pas une question d'intelligence ou quoi, c'est juste une question que j'ai passé du temps dessus et donc j'ai acquis une certaine expertise, on va dire, dans ce truc là, et donc d'espérer que de recevoir un retour critique suffisamment fort pour me préserver de mes biais, de mes pièges de pensée, etc. qu'il y a forcément dans mes vidéos, et qu'idéalement, vu que ma chaîne est devenue une sorte de recherche un peu expérimentale de la théorie formelle de la BD, normalement c'est pas un truc qu'on fait seul, parce que justement, encore une fois, la recherche, il faut mettre en place certaines structures et tout pour se préserver de biais et d'erreurs et de parts de mauvaise foi, etc. qu'on a tous. Et en plus, moi j'ai un attachement émotionnel par rapport à ma chaîne et par rapport à mes vidéos. Ce que j'espère en fait, c'est que ce que ma chaîne va pouvoir créer, c'est éventuellement d'autres enthousiastes de ce truc là qui vont pouvoir rebondir sur ce que j'ai fait, qui vont pouvoir se pencher sur leur propre analyse et tout ça, et que donc avec de la contradiction, de la nuance et tout ça par rapport à mon boulot que j'ai mis en place, qui j'espère pourra servir quand même un minimum de base aux gens, et que ce sera à moi d'être dans une bonne position de modestie, un bon état d'esprit pour remettre en question mon travail quand il y aura besoin de le faire. Mais ça manque de débat quoi, tout ça en gros, c'est un peu trop moi dans mon coin qui affirme des trucs, même si encore une fois j'essaie d'être prudent et d'être un maximum honnête intellectuellement quand j'écris un texte, d'écouter mes doutes, de remettre en question les choses, enfin bref, j'essaie de faire attention mais ça peut pas être parfait. Et d'ailleurs dans cette idée d'essayer de faire davantage entrer de gens dans ma démarche, j'avais déjà parlé de ce Google Drive que j'avais mis en place avec d'autres personnes, mais c'est quand même, c'est moi principalement qui nourris ce Google Drive on va dire, avec des milliers de pages, des milliers de cases à classer, déjà ça prend du temps. Et en plus ça renforce encore davantage cette idée d'être entouré et de flotter au milieu de millions d'informations et d'interactions, etc. qui fait qu'on peut se sentir un peu submergé face à la tâche que c'est, et que je m'attendais pas que ça soit de faire de l'analyse critique de bande dessinée. Je peux me sentir parfois un peu saturé à ce niveau-là. Mais donc j'ai essayé de commencer à écrire, on va dire, une espèce de liste de règles et de moyens de faire entrer davantage de gens dans ce Google Drive, et que ce soit davantage un travail collectif, et que toutes les personnes qui participent à ce drive puissent à la fois profiter de l'ensemble de la documentation sur discrimination, etc. pour en faire émerger des travaux et des réflexions intéressantes qui ne tournent pas autour de mes uniques obsessions et de mon unique point de vue. Donc voilà, il ne pourrait en émerger que des bonnes choses, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'essaie de mettre en place tout en essayant quand même un minimum de protéger mon travail. Enfin, je vais essayer de faire ça bien, de poser des basses scènes et que ça soit un maximum horizontal. Et puis sinon aussi, dans l'idée d'essayer de développer ma chaîne, je compte lancer une version anglaise de cette chaîne de BDmancy, en m'aidant beaucoup d'un programme de machine learning qui s'appelle Eleven Labs, et donc dans lequel j'ai mis un échantillon de ma voix qui me permet d'écrire mes textes en anglais et que l'intelligence artificielle récite avec ma voix et mon ton. C'est vraiment assez bluffant et étonnant. Un texte avec un accent parfait quoi, parce que l'anglais je le comprends mais le parler laisse tomber, déjà que j'ai du mal à enregistrer devant un micro en français, alors en anglais c'est juste impossible pour moi. Mais voilà, ça me permettra d'essayer, j'ai environ 10 vidéos je crois que j'ai envie de retranscrire en anglais, donc ça va demander un peu de travail, mais bon ça me permettra d'essayer d'atteindre un plus large public et donc un peu de consolider tout ça, toute mon activité, parce que je suis un peu dans une course contre la montre, on verra bien à quel point j'arrive à pousser mes efforts pour essayer de faire démarrer cette chaîne et mon activité d'auteur de BD, jusqu'au moment où je devrais un peu plus baisser les bras et passer à autre chose, mais ça on verra bien ce qui va se passer dans les mois et années qui suivent quoi. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie tous et toutes d'être présents et présentes pour ce projet de BDmancy, et n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Instagram éventuellement, même si je regarde pas trop mes messages privés sur Instagram, mais j'essaierai de rester un peu vigilant si vous êtes dans cette envie de participer au drive, et donc on peut rentrer aux discussions et voir un peu comment établir tout ça. Mais donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, et encore merci, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous partager un peu mes BD. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien.